Bonjour, je suis ravie de vous accueillir en direct depuis le siège d'Europe Écologie Les Verts à Paris. Nous accueillons d'une part les internautes qui sont tous derrière leur clavier prêts à poser des questions à Pascal Durand, qui lui est en direct de Fukushima à Tokyo. Il n'est pas À tout côté, seul. à On côté. voit, voilà, à côté, d'accord. Donc, on voit à côté de lui Olivier Florence, qui est conseiller général du Vaucluse ELV, qui a organisé ce petit voyage, avec Sophie Camard, qui, elle, est conseillère régionale PACA. C'est une première pour nous. Enfin, pour la première fois, on va pouvoir discuter depuis les quatre coins de la Terre, ou en tout cas depuis la France, avec notre équipe technique qui, elle, travaille depuis Toulouse, Nantes, qui est un peu dispersée aux quatre coins de l'Hexagone, et donc avec Pascal et ses compagnons de route qui sont à Tokyo. Donc le voyage là que vous avez fait, qui a donc été organisé par des élus locaux d'Europe Écologie Les Verts, je crois que vous êtes parti depuis mercredi, vous êtes au Japon. Votre voyage, en fait, ça a commencé par une visite de Fukushima pour voir un petit peu, pour rencontrer les gens, rencontrer des scientifiques qui vous ont fait part un petit peu de de leurs expériences et vous avez pu rencontrer donc des gens qui ont été touchés par ce drame. Ensuite, vous avez passé une journée avec des maires qui se sont organisés, si je crois bien, 200 maires environ qui se sont organisés pour euh, pour pouvoir créer avec les citoyens des villes sans nucléaire, et enfin une conférence anti-nucléaire qui s'est terminée la journée par un concert. Et peut-être que la première chose qu'on pourrait faire, Pascal, c'est que tu nous dises un petit peu comment tu ressens ce voyage, je crois que tu n'as jamais été dans une zone contaminée, en vieux militant anti-nucléaire, que tu nous dises un petit peu comment tu ressens les choses. Eh ben, écoute, merci Nathalie. Non, je te confirme, effectivement, je n'étais jamais allé dans une zone contaminée. Et à dire vrai, j'ai pas vraiment nécessairement envie d'y retourner prochainement. Je me sens, c'est une sensation terrible. Une sensation d'abord de tristesse totale, hein, parce que on voit on vit dans notre chair ce que l'on pressentait intellectuellement, ce que l'on avait toujours dénoncé, ce qu'on avait toujours craint, c'est-à-dire l'accident nucléaire avec ses conséquences sur les populations, la détresse que ça entraîne et la perte j'allais dire, de repères également que ça génère. Aussi bien sur la destruction du passé, des terres agricoles, des vies, etc., et en même temps sur l'hypothèque du présent et de l'avenir. Donc c'est quelque chose de très, très dur. En même temps, j'allais dire que le désarroi apparaît d'autant plus fort que, contrairement un peu à ce que je m'attendais à trouver, la vie continue. C'est-à-dire on a l'impression qu'il y a toute une partie de la population, et quand je dis toute une partie, c'est même vraisemblablement la grande partie de la population, en tout cas celle qui est restée, celle qui est revenue, on en parlera peut-être tout à l'heure, est dans une quasi posture de déni. C'est-à-dire que voilà, on avance quand même, on en parlera peut-être tout à l'heure, on a interviewé avec la directrice adjointe du CNRS, que je vous présente parce qu'elle est à côté de moi, voilà, Cécile Anessouma-Brice, qui, elle, suit pour le compte du CNRS France, donc du CNRS depuis très longtemps, puisqu'elle vit au Japon, la problématique autour de Fukushima, donc elle nous en dira deux mots tout à l'heure, mais on a interviewé des lycéennes qui étaient parties après l'accident, donc au mois de mars, et qui sont revenues en novembre, et qui disent que voilà, ça y est, c'est fini, quoi. Tout ça est derrière elle. Et donc la vie normale a reprise. Or, évidemment, elle n'a pas reprise. Les radiations sont là, les terres sont polluées, et à tout moment, ça peut s'aggraver. Voilà. Donc, c'est une situation très, très, très paradoxale. En même temps, beaucoup de tristesse et un peu de désarroi de voir à quel point on a du mal à faire prendre conscience à la population j'allais dire, des réalités du danger nucléaire.
D'accord. J'ai oublié de dire tout à l'heure qu'évidemment les internautes pour poser les questions pouvaient passer par le tweet, hein, donc @ELV live, hein, ou par le chat, hein, de elv.fr. Donc les premières questions sont déjà arrivées et je voudrais commencer par celle de Sophie qui demande, qui dit, en fait, je voudrais savoir exactement combien de personnes sont actuellement dans les zones irradiées, pourquoi elles n'ont pas été évacuées et si elles sont ou seront aidées financièrement par le gouvernement japonais. Est-ce que vous avez des précisions là-dessus? Oui, alors je vais laisser répondre Cécile qui a j'allais dire, les chiffres beaucoup plus en tête que moi. Ce sont des chiffres qui bougent, hein, parce que d'abord les zones, il y a différentes zones. Il y a des zones d'interdiction totale qui ont évolué dans le temps. D'ailleurs, c'est aussi un des points dont on parlera, parce que on a fait face là à des décisions qui sont très très difficiles à comprendre pour les populations. Puisqu'il y a d'abord une zone d'interdiction totale de 3 km, puis de 10 km, puis de 20 km autour de la centrale. Cette zone de 20 km, dont dite zone interdite, on a pu rentrer dedans parce qu'elle vient d'être réduite à 15 km. Donc on a pu rentrer dans ce no man's land absolu entre 20 et 15 km. Et puis après, il y a des zones qui sont des zones dites d'exclusion, dans lesquelles on peut passer, on peut même y travailler, mais on ne peut pas y dormir, on ne peut pas y vivre, donc les maisons sont vides. Et puis il y a les zones au-delà de tout ça, sur lesquelles évidemment il y a encore des spots, il y a des lieux de contamination. Donc, les indemnités, c'est très aléatoire, c'est très compliqué, ça dépend de plein de critères, mais ces critères sont très très arbitraires. En tout cas, les indemnités sont évidemment très très faibles et très ridicules. Et surtout, il semblerait que les autorités maintenant souhaitent faire revenir les gens, beaucoup plus que. Oui, là on voit les terres. La photo qu'on voit, c'est en fait ils enlèvent une partie des terres cultivées, donc la partie supérieure de la terre pour être décontaminée. On en parlera tout à l'heure parce que tout ça est mis dans des grands sacs avec une traçabilité qui inquiète, pour pas dire pas de traçabilité du tout. Donc je vais déjà donner la parole à Cécile là-dessus. Ah, Cécile, oui. Voilà, on continuera. Bonjour. Alors moi, je vais reprendre peut-être le discours qui a été présenté un petit peu dans l'autre sens. Ce serait plutôt moins de dire que les populations ne prennent pas conscience ou ne souhaitent pas partir, etc., mais plutôt de dire que le pouvoir fait tout, aidé également par des autorités internationales qui peuvent venir de France et des États-Unis, pour faire en sorte que les populations reviennent dans le département, voire y restent. Donc pour ça, on a mis au point plusieurs politiques qui sont très concrètes. Le nettoyage des zones, dont on sait qu'elles n'ont aucune conséquence, c'est-à-dire qu'on sait très bien que ça n'existe pas. À quoi consiste le nettoyage d'une habitation, par exemple? Cela consiste à passer une maison au jet d'eau, donc toutes les particules retombent à terre. Cela consiste à couper les feuilles des arbres et à enlever quelques centimètres de terre. Ce qui veut dire qu'à la prochaine pluie, en général, les taux de contamination reviennent exactement au taux auquel ils étaient au préalable. Je réfère notamment à une étude très précise qui a été faite à la CRIRAT sur ce sujet, que vous pouvez voir, donc, puisqu'elle est en français dans son dernier bulletin. Par ailleurs, les tests sanitaires, lorsque on ne peut d'abord avoir accès à ces tests sanitaires que si l'on réside gratuitement, que si l'on réside dans la commune de Fukushima. Or, il se trouve que les personnes qui ont subi un premier test sanitaire on leur fait passer le mot, on essaie de les décourager afin qu'elles ne fassent pas un second test sanitaire afin de ne pas créer un sentiment de panique. Donc tout est fait pour rassurer la population et faire en sorte qu'elle reste. Le troisième point, ça a été la politique de logement. Donc on a d'abord mis à disposition dans les 23 départements du territoire les logements publics pour d'abord une durée de 2 ans gratuitement. Donc pour toutes ces populations réfugiées. Et à partir du 28 décembre de cette année, on a annoncé que tous ces logements seront de nouveau payants. Par contre, le département de Fukushima va mettre en place des indemnités et des logements gratuits pour les populations qui seraient prêtes à revenir dans ce département. Le nombre de réfugiés, on ne répond pas directement à votre question. Votre question était le nombre de personnes qui étaient dans ces zones. On n'a pas exactement encore le nombre de personnes qui sont dans ces zones.
aussi pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure. Par contre, on a le nombre de réfugiés qui a été comptabilisé par le gouvernement, qui est à peu près à 326 000 aujourd'hui. Les chiffres viennent d'être revus du simple au double par rapport à ce qu'on nous disait auparavant. Il se trouve néanmoins que nous avons interviewé des associations de réfugiés dits volontaires, puisque le droit au refuge vient tout juste d'être reconnu dans une loi du 26 juin, mais cette loi, n'ayant pas de budget, n'a en fait pas de fonction véritable. Donc on n'a pas d'indemnisation qui peuvent être mises en place pour que les gens puissent rendre effectif ce refuge. Donc, le nombre de réfugiés est à 326 000 et les associations de réfugiés volontaires, elles ne sont pas enregistrées dans le système d'information des réfugiés qui comptabilise le nombre de réfugiés, puisque pour être comptabilisé dans ce système d'information, il faut se rendre à la préfecture de Fukushima et se porter comme étant réfugié, ce que les 3/4 des gens ne font pas avant de partir. Donc, on n'a pas connaissance aujourd'hui de personnes. D'accord, merci beaucoup. En fait, de ce que j'entends là, hein, j'entends d'une part qu'on fait revenir des populations sur des terres qui ne sont pas sécurisées, dans des zones non sécurisées, hein, et d'autre part, Pascal, tout à l'heure, tu parlais de déni. Hein. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce que vous avez vu, ce que tu as photographié d'ailleurs, hein, à savoir des appareils de mesure qui disent une chose quand ils émanent de l'autorité et qui en disent une autre quand ils sont tenus par des particuliers. Ça. Oui, là en l'occurrence, c'était pas des particuliers qui tenaient le deuxième appareil, mais des ONG. Des ONG. Bon, après, avec toujours la difficulté qui nous sera opposée par les détenteurs de l'information officielle, à savoir que leurs appareils, à eux, sont naturellement beaucoup plus stables et beaucoup plus précis que les pauvres appareils ridicules des ONG. La réalité, c'est que, et on le voit très bien sur cette photo, c'est que donc sur l'appareil neutre d'une expertise indépendante, on est à 4,75. Je vais remettre mes belles lunettes pour. Je crois qu'on est à 4,75 alors qu'on doit être à 2,80 si ma mémoire est bonne sur l'appareil officiel. En fait, ce que veut dire cette photo, elle illustre une réalité qui vient d'ailleurs d'être je vais dire, évoquée par Cécile. La réalité, c'est que la radioactivité ne baisse pas de manière permanente, constante, et qu'on est obligé de mentir avec les chiffres. Donc on peut parfaitement installer un appareil officiel à une certaine distance, nettoyer tout autour, bien faire en sorte que sur les 2 mètres ou 3 mètres autour de lui, il y ait un certain nombre de protections qui font que la radioactivité à cet endroit-là va être à un chiffre X et va se retrouver multiplié par 2 ou par 3, à 5, à 10, à 15 mètres de là, tout simplement parce qu'on ne peut pas nettoyer toutes les zones. Ça, c'est déjà, j'allais dire, un point très très important. Le deuxième, c'est qu'il y a le directeur général d'une entreprise qui sous-traite donc une partie des activités. Donc là, il vous prouve bien qu'on est au Japon. Donc une entreprise qui fabriquait en sous-traitance pour je ne sais plus, Mitsubishi ou Fuji, son directeur général a dit qu'il avait reçu des instructions pour baisser l'étalonnage des appareils qu'il fournissait. Donc de manière officielle, on lui a demandé de tricher. Alors bon, évidemment, cette personne dénonce ça depuis maintenant des mois et des mois, en vain, puisqu'il y a une véritable omerta sur ce mensonge. Mais au-delà... Oui, pardon. Non, peut-être que si tu remets ton micro, peut-être qu'on entendra moins les bruits de fond, mais c'est bon. D'accord. J'entends. Oui. Enfin, ce que ça démontre, cet élément-là, et ce qui est évidemment très très important de comprendre, c'est que les autorités font tout pour minimiser à la fois la réalité de la radioactivité, la réalité des dangers, et pour faire revenir les gens dans cette zone. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu également, par exemple,
que dans des zones qui sont des zones d'exclusion, donc normalement il ne faudrait pas y travailler trop longtemps, les champs ils sont parfois entretenus. Donc ça veut dire que des cultures s'y passent, que des gens y travaillent régulièrement, et donc on est dans des situations qui sont très là aussi dangereuses. Et on parlait tout à l'heure du déni, on en reparlera tout à l'heure. Et je sens que Sophie à côté de moi veut absolument intervenir, donc je vais essayer d'intervenir. Oui, Sophie. Et après, peut-être qu'on peut dire un mot aussi. Parce que, Sophie. Oui, bonjour, mais c'est pour faire le lien avec les mesures qu'on a pu faire de radioactivité à côté des points de mesure officiels. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est ce côté mise en scène, en fait, des autorités. Parce qu'on nous demandait la première question, c'est qu'est-ce que vous avez vu? C'est vrai que la radioactivité, la difficulté, c'est que on ne la voit pas à l'œil nu. Par contre, ce qu'on a bien vu, c'est effectivement des villes fantômes. Et finalement, la radioactivité est présente en creux, j'ai envie de dire, parce qu'on voit des ouvriers travailler, retourner la terre de manière absurde. En fait, ça ne sert à rien. Et parce qu'on voit ces points de mesure de la radioactivité qui sont faux également. Et on a l'impression de se promener dans une sorte de théâtre, dans des villes fantômes. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup frappé. Et je voulais préciser aussi, qui n'était pas clair par exemple pour moi au départ, et par rapport au problème des réfugiés, c'est que ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a bien les débris du tsunami, qui sont encore un peu là, qui ont été nettoyés, et il y a le problème de la radioactivité. Moi, ce que j'ai compris, c'est que autant les victimes du tsunami ont été reconnues et aidées financièrement, mais c'est pas forcément... les victimes de la radioactivité, c'est plus large en fait que les victimes du tsunami. Et donc, il y a un enjeu aussi à faire reconnaître le refuge pour des personnes irradiées ou victimes de la radioactivité et pas forcément que du tsunami. Et c'est un des enjeux aussi un peu de la mobilisation aujourd'hui, de faire le lien entre les victimes du tsunami et les victimes de la radioactivité. C'est ce qui explique que les périmètres aussi sont un petit peu mouvants et les enjeux se recoupent. Le tableau que vous nous brossez là est un peu terrifiant. Donc on pourrait croire que quand vous nous racontez tout ça, que la population se mobiliserait, comme les maires d'ailleurs, avec lesquels vous vous êtes réunis, pour qu'on change de système en fait, et que la transition énergétique ça existe réellement. Et d'ailleurs, je voudrais juste faire le lien avec une question qui est posée par Tibor Kalotze, qui demande quelles sont les solutions énergétiques vis-à-vis de la crise de Fukushima à l'heure actuelle, et est-ce que vous sentez un revirement total vers les énergies renouvelables? Alors, j'aimerais pouvoir, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir répondre oui avec un grand sourire et en même temps dire l'avenir est radieux, sans mauvais jeu de mots, après avoir été irradié. La réalité est tout autre, vraiment tout autre. Il faut avoir, je crois, il faut vraiment avoir vu les échanges qu'on a eus nous pendant 2 jours. Quand j'ai dit tout à l'heure que j'avais une grande tristesse, c'est le mot qui me vient le plus aux lèvres. C'est cette résignation, en fait. Au-delà de la résignation, on a presque l'impression que voilà, c'est revenu. Et que d'ailleurs, on le voit avec le résultat hier. Vous avez peut-être suivi le résultat des élections législatives hier au Japon. Et c'est le pire résultat depuis des années. Et donc la droite la plus nucléocrate vient dans une chambre que nous on qualifierait de bleu horizon. Pas de bleu marine, mais de bleu horizon en tout cas, et avec un recul total des députés anti-nucléaires. Donc ça veut dire que sur un plan électoral déjà, c'est très mauvais signal qui est tombé hier. Mais au-delà de ça, les débats que nous avons pu avoir, les enquêtes que nous avons faites très rapidement, mais aussi les échanges, y compris avec des journalistes. J'ai rencontré un journaliste de l'AFP avec qui on a longuement parlé. Démontre qu'il n'y a pas au sein de la population une prise de conscience forte de la nécessité de transformer complètement le modèle. Il y a, et ça c'est vrai, un refus par les populations de réouverture à ce stade des réacteurs qui sont arrêtés, puisqu'on sait que globalement sur une cinquantaine, il n'en reste que 2 là qui fonctionnent. Mais d'une part, le nouveau parti qui est revenu au gouvernement, qui est le parti de la droite, va réouvrir, c'est une question d'honneur, puisque c'était dans sa campagne, donc vraisemblablement ils vont réouvrir.
Et d'autre part, on n'a pas la volonté politique claire, mais même moi s'en fout, de développer les nouvelles énergies, de partir sur le renouvelable et encore une fois, de changer le modèle. Donc ça c'est un très 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 mauvais signal évidemment qui est donné. Enfin, pour nous c'est une évidence. La mobilisation autour du nucléaire, tu en as parlé très rapidement tout à l'heure, mais tu as dit qu'on était allé à Fukushima effectivement pour visiter la zone exclusion, la zone interdite, etc. Mais on a aussi fait 2 manifestations. Une manifestation avec les maires MERES de Fukushima qui ont remis une pétition à l'AEIA, c'est-à-dire l'agence atomique, enfin, l'agence internationale pour l'énergie atomique, était en congrès à Fukushima avec les ministres, dont d'ailleurs Delphine Batho en tant que ministre de l'énergie française. Et on sait à quel point la France est attachée avec l'AEIA à promouvoir l'énergie atomique, même si on fait ça sous couvert de sécurité en externe. Et déjà, première indécence, ce congrès il a lieu à Fukushima. C'est-à-dire que au motif de la sécurité nucléaire, j'allais dire, l'agence du nucléaire et les défenseurs du nucléaire se retrouvent à quelques kilomètres d'une centrale qui est encore un danger absolu pour l'humanité et qui a créé les troubles et les désastres que l'on sait. Donc il y a une indécence d'un côté, et pour autant, dans la manifestation que nous avons faite le matin, donc en soutien au maire de Fukushima, il y avait, j'aimerais dire autre chose, mais il y avait à peine une cinquantaine de personnes. Donc l'année dernière, la même manifestation avait mobilisé 8000 personnes. Donc, en l'espace de 18 mois, il y a un effondrement, il n'y a pas d'autre mot, c'est un effondrement, d'ailleurs, ça a été dit absolument par tout le monde. Les ONG qui organisaient ces 2 journées étaient là aussi dans un grand désarroi en disant mais que se passe-t-il pour que la population ne se mobilise plus du tout autour de la question nucléaire. C'est un constat. Donc il y avait 50 personnes à cette manifestation et le lendemain il y avait une grande conférence à Tokyo. Nous y sommes arrivés, puisqu'on arrivait de Fukushima, nous y sommes arrivés au moment où le président de Greenpeace Allemagne prenait la parole, justement sur les solutions en Allemagne d'énergie renouvelable et autres. Il y avait 30 personnes dans une salle qui pouvait en contenir à peu près 700. Et là on était à Tokyo. Donc c'est la capitale, c'est 30 personnes au Japon à 18 mois du drame de Fukushima pour pouvoir parler des énergies renouvelables, des énergies de substitution en présence de grands spécialistes. C'est évidemment la démonstration qu'il y a là un recul extrêmement fort de la mobilisation. Alors, est-ce que c'est un recul, je vais dire, post-traumatique, ou est-ce que c'est tout simplement parce que la page est tournée? Ça, on peut pas avoir la réponse à ce stade. Pour un certain nombre de gens que j'ai rencontrés, c'était plutôt la logique de la page est tournée. Ils veulent plus voir, ils veulent plus savoir. Donc, juste un tout petit bémol, il se trouve que hier c'était la journée des élections. Il faudra arrêter les bémols avec ce que je dis. On va pas s'entendre. C'était la journée des élections, ce qui fait qu'il y avait moins de personnes attendues. Et puis, une autre chose, c'est que tout de même, depuis plus d'1 an et demi maintenant, tous les vendredis, il y a des manifestations à Tokyo qu'il faut tenir dans la journée, qu'il pleuvait. Qu'il y avait en même temps pas mal de manifestations qui étaient générées à droite, à gauche. Et donc, non, tout ça pour dire que, certes, il y a le danger d'une démobilisation, mais moi, en ce qui me concerne, j'ai quand même le sentiment qu'on n'a jamais vu une telle mobilisation. C'est-à-dire que au niveau, par exemple, concernant les élections, alors là, c'est un grand paradoxe. C'est donc le Parti libéral-démocrate qui a remporté. Néanmoins, dans les statistiques qui sont parues dans les journaux ce matin, parmi les gens qui ont voté pour le Parti libéral-démocrate, il y en a 50% qui se disent contre le retour au nucléaire. Alors, cherchez à comprendre, moi j'ai toujours pas compris, mais il y a des gens qui s'interrogent là-dessus. Par ailleurs, il y a énormément de mouvements qui se sont mis en place à la fois pour la protection des habitants par eux-mêmes, donc que ce soit au niveau de l'information sur la mesure,
au niveau législatif, puisque la loi dont je parlais tout à l'heure, qui a été mise en place le 22 juin par les parlementaires, a été élaborée par des citoyens, et puis à la fois concernant la défense des droits sur les indemnisations, puisqu'il y a maintenant énormément de procès qui ont été mis en place par les habitants eux-mêmes, aidés par des juristes, qui se sont également mis en association pour défendre le droit des citoyens. Donc, au-delà de la politique énergétique, en tous les cas, ce qu'il est important de soulever ici, c'est tout ce qui touche à une refonte du système démocratique. Alors, on ne le voit pas cette fois concernant les élections, mais par contre, on le voit clairement concernant la population elle-même et la façon dont elle bouge. C'est-à-dire que si les élections ont eu lieu de telle sorte, c'est parce que manifestement les gens ne croient plus en leur politique, et ça n'est peut-être plus en eux qu'ils misent leur avenir, mais en eux-mêmes. C'est-à-dire que les habitants ont pris leur destin en charge, et on ne peut pas du tout dire que, me semble-t-il, que les gens ont baissé les bras, mais par contre, on va dire qu'ils portent les enjeux ailleurs. D'accord. Par rapport à ça, est-ce que le gouvernement a changé de discours par rapport au nucléaire? Est-ce qu'il apporte d'autres réponses? Est-ce qu'il fait d'autres propositions? Et je vous soumets la question de Romain Bottet qui demande si le risque calculable est devenu obsolète depuis Fukushima. Le risque calculable, ça me fait penser à ce formidable livre de Jean-Pierre Dupuis sur la catastrophisme nucléaire, ça s'appelle. Le risque calculable en matière nucléaire, j'avoue que c'est un mot, là on touche l'oxymore. Non, en fait, moi je pense que, je voudrais pas être qu'il y ait de confusion sur ce qu'on dit par rapport à la réalité de ce qui se passe. Je pense qu'il doit y avoir aussi une question que nous avons du mal à comprendre, mais qui est la réalité des gens qui ont besoin de survivre. C'est-à-dire que c'est difficile pour nous, parce qu'on a une vision qui est une vision historique du problème du nucléaire, de ce que ça engendre, de la société que ça crée, etc. On a une vision très particulière. Mais les gens, ils sont aussi attachés à leur terre, à leur maison, à leur vécu, à leur histoire. C'est très compliqué d'arriver à faire ce lien entre une gestion rationnelle, pensée du risque nucléaire, de ce que ça engendre, et en même temps de la capacité qu'ont les personnes à le théoriser aussi. C'est-à-dire qu'il y a une résilience absolument phénoménale par rapport à de telles crises, et finalement les gens se disent mais la vie continue. On nous avait dit que ça allait être dramatique, qu'il allait y avoir que tout le monde allait être irradié, et puis finalement non. Donc ils arrivent à vivre avec ça. Donc je ne sais pas si ça répond précisément à la question. De fait, on est en face d'un paradoxe. C'est-à-dire qu'on a une perception d'une situation de crise, d'un risque absolument considérable, qui fait d'ailleurs que la population, comme ça vient de vous être expliqué, ne veut pas, même dans sa partie la plus droitière, ne veut pas repartir sur la réouverture des centrales. Et d'un autre côté, le fait que, visiblement, le risque entre guillemets nucléaire est quelque chose qui n'est pas théorisé et qui n'est pas d'ailleurs quantifiable. Voilà sur cette perception. D'accord. Tu voulais ajouter quelque chose, hein? Oui, je voulais juste rajouter. C'est vrai que moi, ça me change un peu de la manière dont on pose le débat sur le nucléaire en France. C'est tout le débat sur l'énergie. Parce que nous, on a un vécu un peu abstrait et très rationnel du débat sur le nucléaire. Et en fait, ici, quand on parle du nucléaire, on touche vraiment à la vie des gens. Ils parlent beaucoup d'éthique, de droits de l'homme, parce que eux, ils les ont vécu, les catastrophes. Donc, je pense aussi que le rapport n'est pas le même. C'est pour ça aussi que peut-être l'expression est différente, parce que ça touche tellement à la vie quotidienne qu'on n'est pas sur un débat politique comme nous, on a l'habitude de l'avoir, avec très théorisé, très rationnel, très argumenté.
Et je comprends le côté, du coup, que ça pénètre au fond de la société civile, mais que ça trouve pas forcément une expression très politique encore. Parce que finalement, c'est tellement intime, c'est très intime. Et ça, on n'a pas l'habitude en France. Et ça me change vraiment, je trouve. Moi, je vais ajouter, attends, je vais mettre le micro parce qu'il paraît que le son n'est pas génial. Je vais juste mettre le micro, ce qui m'isole des autres personnes à côté, ce qui est un peu plus gênant pour moi, parce que je voulais qu'on participe, mais je leur passerai le micro pour qu'ils puissent dire quelque chose. Moi, je pense que il faut pas tirer de conclusion d'un voyage comme ça, évidemment, et surtout pas dans l'urgence. Je crois que ça nous interroge vraiment sur notre discours que nous devons tenir, y compris par rapport au ressenti des gens, c'est-à-dire la population. Il faut qu'on arrive à trouver les mots, il faut qu'on arrive à comprendre aussi, nous qui portons l'écologie politique, comment arriver à faire de ces questions-là des choix de société qui soient partagés. Et pas simplement sur le coup de l'émotion. Fukushima, il y a évidemment eu, et au Japon et en France, mais ailleurs aussi, il y a eu une réaction émotionnelle qui a entraîné un certain nombre de changements d'avis vis-à-vis du nucléaire. Mais pour autant, nous n'avons pas nécessairement réussi à convaincre la question de société qui est derrière et le choix de société qu'engendre la société du tout nucléaire. Voilà, même du mi-nucléaire d'ailleurs. Donc, c'est vraiment, moi, ce que je retiens le plus. Ce que je retiens aussi, on n'en a pas encore parlé, mais je voudrais vraiment pas qu'on passe à côté. C'est la mobilisation, tu l'as dit tout à l'heure, et l'appel des 80 maires, donc sur un réseau de près de 200 et qu'ils espèrent augmenter. Pascal, je vais juste interrompre. On va y revenir peut-être en commentant tout à l'heure les photos. Je voudrais mais juste avant qu'on commente les photos, je voudrais poser une question que plusieurs internautes ont posée. Tu as parlé tout à l'heure de la présence de Delphine Batho à Fukushima, lors d'une conférence sur la sûreté nucléaire, et les gens demandent si vous l'avez rencontrée. Alors bon, on n'a pas rencontré Delphine Batho. Alors on était à la manifestation en bas, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y avait la manifestation des maires qui remettait donc cette pétition à la porte-parole de l'AEIA, et donc nous étions en bas en train de manifester. Et on n'avait pas de nouvelles de Delphine Batho. Il se trouve que nous avons à ce moment-là, avec Karima Deli et Irène, nous avons tweeté en disant que nous étions en bas avec les manifestants antinucléaires pendant que Delphine Batho était avec l'AEIA en haut dans ce beau bâtiment. D'ailleurs, là aussi de manière totalement indécente, à côté de ce bâtiment où ils se réunissaient, on voyait encore les maisons, les baraquements de refuge. Voilà, on les voit là. Ces baraquements qui sont là, dans lesquels on recevait les gens. Ce sont les mêmes, hein. C'est pas ceux-là précisément, mais ce sont exactement les mêmes. Et l'AEIA se réunit juste à côté. Enfin bon, c'est là aussi une symbolique assez choquante. Mais donc, il se trouve que peut-être 2 minutes après notre tweet, j'ai eu effectivement Delphine Batho au téléphone à ce moment-là. Donc, comme quoi, l'information peut parfois passer. Malheureusement, on n'a pas réussi à se voir. Bon, moi, je souhaitais la voir avec une délégation des maires MERES et des maires MAIRES qu'on voyait après l'après-midi. Donc, ça n'a pas pu se faire. Mais ce qui est quand même, là, on voit bien qu'il y a deux mondes. Il y a deux mondes qui ne se parlent pas, hein, de fait. Il y a le monde, la société des citoyens, des gens qui essayent de s'organiser pour dépasser cet accident, tirer les conséquences, qui se battent pour le fait que l'AEIA n'ait pas l'expertise, là, de mise en place des mesures d'accompagnement maintenant sur le poste Fukushima, en espérant qu'on soit uniquement à gérer du poste. On a eu un tremblement de terre, hein, nous, pendant que nous étions là-bas. Alors, petit séisme pour les Japonais, pour les Français, ça fait toujours un peu bizarre en pleine réunion de voir tout qui bouge dans tous les sens et le sol qui se dérobe. Et on était à 50 km de la centrale. Hein. Donc, je rappelle, enfin, je pense que les gens le savent, mais qu'il y a la piscine qui est au-dessus du réacteur numéro 4 qui n'est pas consolidée. Et à l'intérieur, il y a des produits actifs qui ne peuvent être normalement enlevés que à horizon 2015. Là, il y a 3000 personnes qui travaillent en ce moment
pour essayer d'isoler cette piscine sur cette piscine. Donc vous voyez le danger absolu, puisque là, à tout moment, un tremblement de terre peut revenir. On l'a eu. Enfin, je veux dire, la probabilité pour que ça nous tombe dessus et qu'il y en a énormément. Donc, puisque nous, on étant là depuis 2 jours, on en a déjà eu un. Donc, à tout moment, ça peut recommencer. Et si cette piscine, évidemment, s'effondre, ce sont des conséquences très, très graves qui vont repartir pour des centaines de milliers de gens, hein, parce que c'est quand même la zone, c'est donc des zones habitées. Hein. Donc, oui, pardon. Donc, enfin, juste pour dire que donc on n'a pas rencontré Delphine Batho, mais que on a bien vu là 2 mondes, encore une fois, qui ne se parlent pas. Le monde des citoyens qui essayent de reconstituer leur vie de manière indépendante, autonome, et puis la EIA qui dit, non, non, vous inquiétez pas, on va nous garder la main sur la gestion de ces questions-là. Ça, c'est la mobilisation citoyenne est absolument indispensable, et c'est ce que font les maires, et c'est ce qu'on a vu l'après-midi. Alors si, puisqu'on parle des vrais gens, tu vas peut-être commenter les images, les photos que vous avez prises. Hein. Oui. On va commencer à les faire défiler. Voilà. Alors, je vais essayer de voir parce qu'elles sont en tout petit. Ça, c'est la zone interdite. Alors, le village fantôme. Là, on est sur le village fantôme. Ça, c'est donc ce dont je parlais tout à l'heure. C'est cette zone qui était à 20 km, qui maintenant a été ramenée à 15, et on passe dans des lieux totalement vides. C'est absolument, c'est indescriptible. C'est indescriptible parce que les lieux sont vides et en même temps il n'y a rien, c'est-à-dire on ne sent rien, on ne voit rien. C'est tout là aussi le drame du crime silencieux que représente l'atome. Voilà, c'est la destruction. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Alors oui. Ça, ce sont les fameux sacs de décontamination. C'est-à-dire que ces terres sont enlevées, donc on enlève une couche superficielle dont on essaye de faire croire qu'une fois qu'on aura enlevé ces terres, évidemment, on pourra à nouveau recultiver. Et on s'est aperçu sur les enquêtes, notamment, on a rencontré un agriculteur qui, lui, fait du riz et eux font des études et qui ont démontré que la terre n'avait rien à voir avec la radioactivité du riz. Le riz est directement en fonction de l'eau et de la radioactivité de l'eau, et donc de ce qu'on retrouve dans les nappes phréatiques et dans les retours d'eau, puisqu'à chaque fois qu'il pleut, enfin, là aussi c'est une évidence. Et donc ces sacs de terre sont plus ou moins contaminés, sont plus ou moins suivis. Et on s'est aperçu qu'il y avait des bâtiments récemment construits dans la région de Tokyo qui présentaient un très fort taux de radioactivité, tout simplement parce que manifestement une partie de ces terres-là ont été réutilisées pour construire, pour faire du béton et du ciment, sans la traçabilité dont je parlais tout à l'heure. Donc là, là aussi, on touche encore du doigt l'incapacité à la fois de l'industrie nucléaire à assumer les conséquences de ce qu'elle a fait, et puis l'absence de moyens pour gérer ces crises. Voilà. Donc bon, ça c'était pour les sacs, mais vous voyez, on est pourtant dans une société surtechnologique, hein, et c'est surtechnologique, ils en sont à remplir des sacs poubelles de terre contaminée. Voilà où on en est. Hein. C'est vraiment un travail décisif et qui plus est un travail totalement vain et inutile. Ça, c'est une photo, je pense, où on a la radioactivité. Oui, on a la mesure, juste qui démontre la présence permanente de radioactivité sur ces zones où, je répète encore une fois, sauf sur la zone interdite, les gens travaillent. Donc, et dans des conditions qui sont là. Vous voyez, enfin, on voit très très bien là qu'on est quasiment au maximum du curseur. On est donc sur des taux de radioactivité très très forts, et nous y sommes. Enfin, je veux dire, et nous y sommes là en autorisation. Hein. On n'a pas franchi, et on n'est pas fou à ce point-là. Nous n'avons pas franchi la limite de la nouvelle zone interdite. Mais donc, on est sur des taux extrêmement élevés. Il continue de produire là sur ces terres. Il continue de produire, absolument. Il y a d'ailleurs là aussi à Tokyo des débats qui existent par rapport à la traçabilité des aliments. Il faut savoir que cette région-là, ça sont mes camarades qu'on voit sur la photo, montraient que les régions du Sud, et l'Occitanie au sens large, ça fera plaisir à nos amis de RPS et du Parti Occitan, étaient très très bien représentées.
Du POC, c'est ça. Non, vous n'êtes pas dans le POC, le Vaucluse. Bon, j'ai Olivier quand même, faut qu'il dise deux mots parce que c'est lui après qui a organisé tout ça. Non, mais on a. Parler des aliments, On a des productions, voilà, on a des productions et on a là aussi des paradoxes. Quand on est arrivé au bout de la zone interdite, il y avait des panneaux, des idéogrammes. Enfin, il était marqué, c'est les paysans qui avaient mis ça. Ne tuez pas nos vaches, laissez-nous nos vaches. C'est-à-dire qu'on voit que là aussi les paysans, alors que évidemment les vaches mangent de l'herbe, sont contaminées, etc. Le lait, enfin, je ne vois même pas de. Voilà. Et donc ces panneaux-là démontrent que aussi les agriculteurs veulent continuer à vivre, veulent continuer à produire du lait, veulent continuer à le commercialiser. Donc c'est tout le paradoxe entre des agriculteurs qui veulent continuer, d'autres qui évidemment ont beaucoup plus conscience de leur capacité à nuire aux autres et qui donc ne veulent pas, mais ils veulent être indemnisés, ils veulent plus produire, ils veulent être indemnisés. En fait, ce qu'on a vu aussi avec les agriculteurs, c'est que ceux qui ont été retirés de leurs terres, c'est toute une vie qui s'écroule. C'était une partie très, très traditionnelle du Japon. C'est l'équivalent du Sud pour nous en termes de production, donc il y a énormément de production là-bas, mais d'une manière très, très traditionnelle. Donc on leur a enlevé tous leurs repères. Et ils n'arrivent plus à dire, ils n'arrivent pas à exprimer là aussi leur souffrance. Donc, mais oui, ça produit. Bien sûr, ça produit et ça travaille. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose de dramatique. Et on ne donne pas les moyens d'indemniser pour que la production s'arrête. Donc, en plus. Je crois qu'on a fait le tour là des photos que vous avez mis à notre disposition. Il y a une question tout à l'heure, avant qu'on prenne l'antenne, là, qu'on nous voit à l'écran, tu disais que tu mangeais peu. Et en fait, il y a une question d'un internaute qui demande quelle est votre réaction quand vous voyez arriver justement ces aliments qui sont peut-être contaminés dans vos assiettes. Alors Pascal, t'es peut-être pas concerné, mais tes petits camarades. Je suis concerné parce que j'ai fait la remarque hier à mon ami ici présente à ma gauche qui commandait des pâtes avec des champignons dedans. Et donc moi, en bon rationnel, je dis pas cartésien parce que quand on sait ce que Descartes porte comme responsabilité dans le rapport à la nature, donc je laisse Descartes de côté. Mais donc je lui ai fait remarquer que quand même les champignons c'était l'espèce qui concentrait le plus la radioactivité et que on n'avait pas de traçabilité puisqu'au milieu des pâtes qui avaient l'air très 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 bonnes d'ailleurs, mais on avait du mal à savoir d'où elles venaient. Et Sophie, donc qui est à ma gauche, qui est une écologiste absolument convaincue, une militante de toujours, a dit je ne suis pas parano et s'est pris en disant j'adore les champignons et j'ai faim. Voilà, et il le répète à côté de moi avec le grand sourire. D'ailleurs, voilà, vous voyez. Donc il y a encore là aussi la part d'irrationnel. C'est vrai que moi je ne mangerai pas de champignons. En tout cas, j'essaierai d'éviter de manger des champignons tant que je me promènerai dans la région autour de Fukushima. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la résilience et par rapport au fait que la vie continue. Il y a une part de ça ne passera pas par moi, ça ne m'arrivera pas. C'est comme ça et bon, je pense que les gens mangent quasiment normalement pour l'essentiel. Après, il y a ceux qui évidemment suivent de près ces questions-là et qui suivent. J'ai même vu qu'il y avait une application sur iPhone pour pouvoir suivre par les codes barres l'origine, notamment des fruits et légumes. Voilà. Très bien. Pour en revenir à des questions plus franco-françaises et pour conclure en fait aussi, parce qu'on arrive au terme de cette discussion, et il y a une question de Thierry Courvenec qui te dit, l'accord ELV Parti Socialiste prévoyait la fermeture immédiate de Fessenheim. Après votre séjour au Japon, allez-vous enfin réclamer son application ? Alors, c'est une bonne question. Enfin, ça serait pas, c'est injuste parce qu'on le demande depuis le départ et on le demande haut et fort. Et je suis même allé le demander en tête-à-tête à Delphine Batho. Nous l'avons demandé au Parlement. Je me souviens d'une interpellation très précise et très bien faite de Denis Baupin à l'Assemblée nationale. Donc, bien sûr qu'on demande la fermeture immédiate de Fessenheim et on le demande de manière d'autant plus formelle et forte que EDF est en train
de vouloir faire des travaux sur cette centrale, donc travaux totalement inutiles, si ce n'est qu'ils vont avoir pour conséquence évidemment d'augmenter les indemnités qu'in fine EDF réclamera pour la fermeture de cette centrale. Donc il faut fermer Fessenheim, mais au-delà de ça, Fessenheim, ça a une valeur symbolique est très forte et c'est la plus ancienne centrale. Ces réacteurs se situent en plus sur une zone inondable. Et, enfin bon, bref, il faut fermer Fessenheim. Mais moi, je n'entends évidemment pas me contenter de ça. Il y a un engagement du président de la République qui est au sein de l'accord ELV Les Verts, mais qui est pour nous très très important. C'est le fait de baisser la part du nucléaire dans ce pays à l'horizon 2025. C'est une feuille de route qui n'est pas très éloignée du scénario négawatt. Donc on peut aller sur cette feuille de route à une double condition. Et c'est là où il y a tout le débat de la transition écologique et la raison pour laquelle moi je suis très très attaché à ce que les écologistes restent dans ce débat de la transition énergétique et y portent leur voix aux côtés évidemment des ONG et des associations écologistes. Nous avons un double défi absolument majeur pour la France à relever, qui est de mettre le paquet sur l'isolation, sur toute la baisse de la consommation énergétique, que ce soit fossile ou électrique, quelle qu'en soit l'origine. Ça, c'est la priorité. Ça veut dire qu'il faut dégager les moyens absolus pour financer en France la baisse de la consommation et la sobriété énergétique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut mettre également tous les moyens qui ont pu être mis dans le passé sur la recherche nucléaire, sur le nucléaire et sur tout cet argent qu'on engouffre. Et l'EPR en est encore la plus triste illustration, raison pour laquelle on se bat aussi contre le nucléaire, pour développer en France une énergie du renouvelable, pour donner les moyens à cette énergie de se développer, donc à une industrie européenne et française à se développer et faire en sorte que nous ayons les mêmes moyens qui soient mis sur le renouvelable que ceux qui ont été mis dans les années 70 et 80 sur le nucléaire. C'est une absolue priorité. Et moi, je reviendrai et évidemment, je reviens de Fukushima avec l'ensemble de la délégation, avec une motivation qui est encore plus forte. Enfin, elle était déjà très très forte évidemment, mais là, c'est le cœur de notre civilisation qui est en jeu. Et on va vraiment tout faire pour continuer à peser, à le dire. Il faut le dire avec la conviction qui est la nôtre et en même temps une perception de la réalité qui doit être la nôtre. On ne peut pas nier que nous sommes minoritaires au sein de cette majorité et que donc il faut arriver à convaincre. Il faut arriver à mobiliser les citoyens et il faut arriver, nous, à convaincre nos partenaires de changer d'orientation énergétique et de changer de modèle de société, notamment sur cette transition-là. Voilà, c'est un défi absolument majeur, avec aussi les conséquences fiscales que ça engendre, et là aussi l'obligation de revoir les règles fiscales qui sont en vigueur dans ce pays et de transférer sur une fiscalité écologique qui n'a pas simplement vocation à remplacer la fiscalité sur le travail. Voilà, j'ai été peut-être un peu long sur ce sujet-là, mais c'est évidemment moi la raison pour laquelle je tenais vraiment à me rendre à cette invitation à Fukushima avant de revenir sur le débat énergétique qui va avoir lieu en France et qui donnera lieu au mois de juin et juillet à une loi que j'espère nous pourrons et nous serons fiers de porter. Voilà, donc j'aimerais que juste peut-être Olivier, qui a rien dit quand même, alors que c'est lui qui est à l'origine. Est-ce que je peux lui laisser le mot de la fin à Olivier? Est-ce que tu en es d'accord? Est-ce que tu en es d'accord? Je ne sais pas ce qu'il va dire, je ne sais pas s'il va pas dire d'ânerie. Bon allez, Olivier, donc qui a organisé avec les ONG japonaises, parce que c'était des ONG japonaises qui étaient à la manœuvre. Donc nous étions invités par ces ONG. Donc je vais laisser à Olivier le mot de la fin. Salut Nathalie, et puis bonsoir à tout le monde. En tout cas, merci. Mais non, c'est bon. Je conclurai, j'aurai le mot de la fin pour finir. D'accord. Bon, alors, la pré-fin, je la donne à Olivier. Voilà. À Tokyo, en tout cas, le mot de la fin, ça sera Olivier qui l'aura. Oui, bonjour. Bonjour. Pas de questions, alors je vais juste faire mon petit commentaire. Oui. J'étais venu donc l'année dernière, le 11 mars à Fukushima, et c'est là que j'avais pris tous ces contacts et j'avais notamment rencontré beaucoup d'agriculteurs et leurs témoignages m'avaient bien évidemment ému. Et je pense qu'il était important pour nous d'Europe Écologie d'être ici, afin de s'approprier aussi ce qui se passe ici, afin de pouvoir avoir une réflexion sur quels mots nous devons employer
et comment nous devons adapter notre façon de lutter contre le nucléaire. Je pense que ce qui se passe ici nous renvoie à beaucoup de problèmes et nous devons absolument nous saisir de ce qui s'est passé ici, peut-être pour changer notre dialogue. Voilà. Je ne vais pas après m'étaler sur tout ce qu'on a à dire parce que j'y passerai la nuit et après je vais pleurer. Donc je ne vais pas pleurer devant vous, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, merci. En tout cas, on fera un retour sur ce voyage et peut-être une lettre d'information et ça, on va y travailler. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir une réflexion et se rapproprier ce qui s'est passé ici. Voilà. Très bien. En tout cas, merci. Merci beaucoup d'avoir été disponible et d'avoir répondu aux questions. Pascal, lui, rentre début janvier. Je ne sais pas si vous prolongez un peu votre séjour ou si vous rentrez tout de suite. Apparemment, en tout cas, oui. Enfin, en attendant... Pascal attend le Papa Noël ici, mais nous, on ira le rejoindre. Très bien. Allez, je vous le repasse. Eh ben, non, c'est bon. Elle n'a pas fini. Salut. Donc, t'as fini, Nathalie. Elle va vous laisser manger et puis elle va dire un grand merci aussi aux équipes techniques qui ont quand même bien travaillé et qui nous ont permis à tous de discuter et de relayer les questions des internautes. Donc bon appétit à vous. Et bonne fin de séjour. À quelle heure il est? Ouais, ça doit être aussi l'heure de déjeuner pour toi parce que tu as dû sauter ton repas. Absolument. À très bientôt. Bon boulot et puis vraiment, merci d'avoir été avec nous et j'espère qu'on en rapportera quelque chose de puissant aussi. Merci beaucoup. Allez, grosse bise à tous et à toutes. Ciao. Au revoir.